Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce 6e numéro d'Afrique Affaires Magazine. Nous avons le plaisir de recevoir M. Ndir Mamadou. Il est directeur général de BET+. C'est un bureau d'études techniques que nous allons découvrir ensemble. Bonjour M. Ndir. Bonjour M. Merci Wali. d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie d'avoir bien voulu me donner l'occasion de m'adresser à nos téléspectateurs. D'accord, merci. 2 mots-clés pour vous donner une idée de nos reportages du mois. Le premier, fraude nette. Le second, urbanisation. Je vous dévoile le tout après ce jingle. Le docteur Aboubakar Fall a été récemment nommé représentant pour le Sénégal au sein du réseau fraude net de la Chambre de commerce internationale. Le Sénégal devient ainsi le 6e pays africain et 61e membre de ce réseau d'avocats d'affaires qui coordonne leurs efforts pour aider les États et les opérateurs économiques à localiser et recouvrer les biens détournés ou mal acquis. FraudNet est un réseau d'avocats spécialisés dans la localisation et la récupération ou le recouvrement des biens mal acquis ou des biens acquis sur base de corruption ou des biens frauduleusement acquis d'une manière générale. La notion de fraude, encore une fois, est une notion de droit anglais, parce que c'est pourquoi on a intitulé c'était FraudNet, mais la notion de fraude n'est pas la notion de fraude telle qu'on l'entend en droit français. Bref, FraudNet donc est une organisation, mais c'est un élément d'un ensemble. Cet ensemble est constitué de trois entités, dont une entité qui s'occupe donc de la lutte contre les délits financiers, purement financiers, une entité qui s'occupe des délits, des infractions liées à la contrefaçon, une autre entité qui s'occupe donc de la question des fraudes liées au commerce maritime international. Ça s'appelle le Bureau maritime international. La FraudNet est venue comme 4e entité donc, de ce dispositif, et lequel dispositif a été créé, mise en place par la Chambre de commerce internationale. Fondée en 1919 à Paris par le secteur privé, la Chambre de commerce internationale, Organisation mondiale des entreprises, fédère aujourd'hui des centaines de milliers de sociétés et d'associations dans plus de 130 pays. Ma nomination, qui est tout à fait récente, pourrait apporter au Sénégal plusieurs choses, notamment dans la lutte contre les biens mal acquis tels qu'on en parle en ce moment, mais également dans le cas de différentes fraudes, parce qu'on se rappelle qu'il y a quelques années, il y a encore peut-être une vingtaine d'années, un entrepreneur sénégalais, un gros importateur de riz, quand on connaît le caractère stratégique du riz au Sénégal, ce gros importateur de riz donc, a eu le malheur de voir une cargaison qu'il avait commandée et qui lui a coûté plusieurs centaines de millions de francs CFA. Cette cargaison n'est jamais venue à destination. Pourquoi? Parce que le crédit documentaire qu'il avait mis en place et dont les documents lui ont été envoyés ou ont été envoyés à sa banque était constitué de faux documents. Donc de faux documents qui ont permis, disons, à ceux qui ont perpétré cette escroquerie de se retrouver avec plusieurs millions de dollars au détriment donc, de notre importateur qui, jusqu'à aujourd'hui, attend encore ce navire. On lui avait dit que le navire était là, que le navire était chargé et que la cargaison était en route pour Dakar. Elle n'est jamais arrivée. Donc si FraudNet avait été là, on aurait pu justement retracer tout le cheminement de l'opération, aussi bien de crédit documentaire que l'opération, disons, d'acheminement de la cargaison de Hambourg, où c'était supposé partir, à Dakar. Donc je crois que ça, c'est déjà juste des éléments indicatifs disons, de possibles services que pourrait rendre FraudNet au Sénégal. Dans le cas du procès de Karim Wade, on aurait pu, évidemment,
aider à retracer, disons, le système dont on dit qu'il existe. Moi, je ne peux pas prétendre, je ne sais pas du tout s'il existe ou pas, mais si d'aventure FraudNet avait été, disons, appelé à prêter main forte, à donner son assistance, FraudNet pourrait, à ce moment-là, ou aurait pu fournir donc des éléments d'information sur la localisation des ressources financières et aider à les rapatrier le cas échéant. Donc je crois que c'est important que d'avoir aujourd'hui une représentation de FraudNet au Sénégal. Il est intéressant de préciser que le Bureau maritime international, le Bureau d'enquête sur la contrefaçon, le Bureau d'enquête financière et même le réseau FraudNet sont tous chapeautés par les services pour la prévention des délits commerciaux. Si les 3 bureaux spécialisés de la Chambre de commerce internationale ont été créés en 1980, FraudNet a quant à lui vu le jour en 2004. FraudNet compte à ce jour 68 représentants issus de 61 pays. Le Canada en a 2, les États-Unis d'Amérique 5, le Royaume-Uni 2, la Suisse 2 et l'Afrique 6 représentants. Anthony Norton représente l'Afrique du Sud, Lourdes Caposo Fernandez l'Angola, Shankana de Roudbouroun l'île Maurice, John Miles le Kenya, Babadji Ogundipe le Nigeria et enfin le docteur Aboubacar Fall du Sénégal, nommé il y a quelques jours. Du point de vue linguistique, il n'est qu'un truisme que d'affirmer que la langue française est le parent pauvre de la mondialisation. Les organismes internationaux, les centres d'études stratégiques, les magazines économiques les plus influents au monde, entre autres, prennent rarement en compte les locuteurs de la langue française dans la plupart de leurs publications. FraudNet ne déroge pas cette tradition, mais promet. Aujourd'hui, il y a un travail qui est en train d'être fait donc, au siège à Londres pour justement donner plus de visibilité à FraudNet, en particulier en Afrique, puisqu'on sait qu'en Afrique, il y a effectivement beaucoup de besoins qui peuvent être, disons, réglés par les services de FraudNet. Et je pense qu'également la langue française en tant que telle devra être de plus en plus utilisée, puisque des documents sont en train d'être préparés pour justement vulgariser les actions de FraudNet en français, de manière à pouvoir atteindre des pays comme les pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre. Depuis 2007, 50% de la population mondiale est urbaine. Des études prédisent même qu'en 2030, les villes accueilleront 6 humains sur 10, soit une population de 5 milliards sur 8 milliards. Quelle doit être la politique de développement durable des infrastructures à même de faire face à cette urbanisation? Une réflexion que l'architecte et chercheur Mbakenyan a bien voulu partager avec nous. Les chiffres évoluent à un rythme fulgurant, plus vite que prévu, puisque près de 60% de la population mondiale vit dans les villes. Elles accueillent chaque semaine 1 million d'habitants supplémentaires. On a toujours fait le conflit entre urbain et rural. Et les questions de changement climatique sont en train un peu d'enlever cette différence. Je ne parle même pas des zones rurales, parce que nos pays, on connaît la sécheresse et depuis les années 70, avec la crise du pétrole en 72, on a eu l'exode terrible parce qu'on a eu 2 phénomènes conjugués. Et la pauvreté s'est installée et nos villes se sont, j'allais dire, urbanisées et mal urbanisées. Parce qu'en fait, ces populations n'ont pas trouvé leur place dans ces villes-là et ils ont occupé des zones non constructibles parce que inondables. Donc il faut maintenant, avec les enjeux de développement durable, connaître d'abord les paramètres du durable, que sont le social, l'économie et l'environnement. Si on conjugue les 3 là, nous pouvons espérer avoir un développement urbain durable. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les territoires urbains contribuent pour plus des 2/3 à la consommation mondiale d'énergie et pour plus de 70% aux émissions globales de carbone. Ça veut dire quoi? C'est le transport, c'est les bâtiments et c'est l'industrie. Mais les proportions ne sont pas les mêmes dans les pays développés que dans nos pays. Dans les pays développés, l'industrie a de l'importance parce que c'est des pays industriels. Nous, c'est l'inverse. Ici, on n'a pas beaucoup d'industrie. Là-bas aussi, c'est des pays industriels, le transport prend de l'importance.
le bâtiment prend de l'importance. Mais néanmoins, le bâtiment a plus d'importance dans ces pays, surtout le parc existant. Mais dans nos pays, on considère que le bâtiment neuf est en pleine croissance. Et donc c'est sur ça qu'il faut travailler. L'Europe a déjà stabilisé sa construction. Les constructions neuves représentent 1% du parc existant. Donc ils ont beaucoup à réhabiliter l'existant. Mais nous, on a beaucoup à nous préoccuper du neuf. Et c'est dans le neuf qui est l'enjeu pour nos pays. Les mesures d'efficacité énergétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bâtiment utilise de l'énergie dans tout le cycle de vie d'un ouvrage. Et quand on dit cycle de vie, c'est l'extraction de la matière première, l'approvisionnement des chantiers, la construction et même la démolition. Donc c'est ça le cycle de vie. Exactement. Et c'est dans ça, le cycle de vie, qu'on parle d'énergie. C'est dans ce cycle de vie qu'on parle d'émissions de carbone. L'État du Sénégal, avec la Côte d'Ivoire depuis 1996, avec l'aide du Fonds mondial de l'environnement et du PNUD, on a essayé de faire en sorte qu'on puisse réduire les consommations d'énergie, réduire les émissions à gaz à effet de serre. Mais cette démarche était axée sur une problématique de réglementation. De la même façon qu'on a réglementé le code de la route, on veut réglementer le code de la construction pour que dans le code, qu'il y ait des référentiels qui permettent à un architecte, un urbaniste, un concepteur de respecter une consommation d'énergie des bâtiments. Par exemple, on vous dira que de la même manière qu'un véhicule automobile consomme 10 litres au 100, c'est connu, mais de la même manière, on vous dira tel bâtiment, tel secteur doit consommer tant de kilowattheures par an. Donc, la réglementation est dans cette dynamique. Mais pour réglementer aussi, le préalable de la réglementation, c'est de normaliser les produits qu'on utilise dans les bâtiments. Le responsable de la formation au sein de l'Ordre des architectes, Malik Mbou, déplorait récemment dans une interview le non-recours aux architectes dans la plupart des conceptions de nos bâtiments. Mais l'autre question qui se pose aujourd'hui avec acuité au sein de nos États est liée à l'harmonisation des offres de formation. Le grand débat maintenant, c'est ce qui se dit au niveau de l'UEMOA, de faire l'intégration économique, de faire en sorte que les curricula soient les mêmes dans tous les pays. Les initiatives sont en cours, d'autres contestent ou acceptent que c'est une bonne chose, mais il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Et il y a un besoin d'enseignement. Comme nous l'avons montré, il y a d'autres qui veulent être des architectes. C'est démontré parce que le peu d'écoles qui s'ouvrent actuellement, il y a un riche au niveau de l'enseignement. Aussi dans le cadre des cabinets d'architectes, nous actuellement on est en train de prendre de l'âge. Il faut rajeunir la profession et un déficit criard d'architectes au niveau de l'administration. Globalement, l'administration sénégalaise n'a que 10 architectes. Comment voulez-vous que ce pays-là, globalement 10 architectes dans l'administration? La deuxième université de Diamniadio a prévu une unité de recherche et de formation en architecture, urbanisme, aménagement du territoire. Donc ça, c'est une première réponse. Mais la question de fond, c'est une école d'architecture. Une école d'architecture n'a rien à voir avec une unité de formation dans une université. Si vous regardez les centres de recherche au Sénégal, on a des centres de recherche sur l'agriculture. Ça, c'est l'ISRA. On a des centres de recherche sur la médecine, c'est l'Institut Pasteur et les universités. Si vous regardez la recherche sur, par exemple, l'alimentation, c'est l'ITA. Et vous ne pouvez pas me citer un centre de recherche sur la construction, à part le CEREC, qui a fait des expérimentations depuis l'époque coloniale. Mais encore une fois, les murs ne sont pas que le bâtiment. Il y a de grosses œuvres. Et le second œuvre qui sont les équipements que nous importons. Et là, on tombe sur ce pièce de la Chine, qui est moins cher, mais avec une qualité, j'allais dire, relative, où les gens vont jusqu'en Chine acheter des éléments pour venir les mettre au Sénégal, parce que justement, on n'a pas sous-tendu une recherche à ce niveau-là. Mais ça n'exclut pas que dans nos préoccupations d'économie d'énergie, qu'on puisse faire quand même des innovations. Si je vous disais par exemple que l'exemple de la fenêtre, une fenêtre, tout le monde sait à quoi ça sert. C'est se ventiler, s'éclairer, avoir de l'hygiène dans la maison. Mais si une fenêtre ouvrant à la sénégalaise, tout architecte sénégalais peut vous le dessiner,
la même manière qu'il y a des fenêtres ouvrant à l'italienne, il y a des fenêtres ouvrant à l'australienne, à l'américaine, j'en passe. Mais si vous le dites une fenêtre ouvrant à la sénégalaise, les gens vous disent à quoi ça ressemble. Tout simplement, c'est justement l'innovation que moi-même j'ai essayé de proposer, de la fenêtre ouvrant à la sénégalaise, mais c'est par rapport au type de fenêtre qu'on peut trouver au Sénégal, importées, c'est-à-dire des fenêtres ouvrant à la française qui se basculent sur le plan horizontal ou bien ouvrant à l'italienne qui se basculent sur le plan horizontal. Mais l'idée ici, c'est une fenêtre avec deux éléments et qui permet un peu de protéger les ouvertures par rapport au rayonnement solaire qui chauffe et bénéficier de la lumière diffuse pour éclairer par le bas. L'autre avantage, c'est qu'il peut être le support de panneaux solaires et qui permet d'alimenter la maison en énergie solaire. Okay? L'autre avantage aussi, c'est sa possibilité d'entretien. L'entretien veut dire que vous avez dans nos pays sahéliens beaucoup de vents de sable et de poussière. La poussière qui est posée là, de l'intérieur, on peut replier la fenêtre et puis le nettoyer de l'intérieur. Là, on est à l'intérieur et là, on peut nettoyer et après remettre la fenêtre en position de fermeture. Le développement urbain est désormais reconnu comme un enjeu majeur pour le développement durable de notre planète. Les villes continuent de croître. Et aujourd'hui, la grande question, c'est comment limiter notre empreinte sur l'environnement et améliorer la qualité de vie des populations. Monsieur Ndir, nous allons vous demander de nous présenter votre structure, le Bureau d'études techniques BET+. Je vous remercie. Donc, BET+ est un cabinet d'ingénieurs conseils qui s'occupe des études des infrastructures, que ce soit la voirie, l'eau, l'électricité, ce qu'on appelle communément VRD, les VRD. Il a, pour ce faire, pour remplir sa mission, il dispose d'un laboratoire de sol et il dispose aussi d'une série de matériels topographiques pour tout à l'heure, nous allons parler assurer de ça. cette mission. Nous aurons l'occasion de parler de ça. Nous allons d'abord parler de vos principales réalisations au Sénégal. Le premier projet sur lequel on est impliqué, c'est l'autoroute à péage et ses chantiers annexes. Pour l'autoroute à péage, il s'agit des tronçons Dakar, Diamniadio, Diamniadio-Ndiass, Ndiass-Thiès et Ndiass-Mbour. Là-dessus, on est impliqué et nous avons fait tout ce qui est étude foncière donc, du projet. C'est-à-dire la délimitation des emprises de l'autoroute et l'ensemble des enquêtes foncières des terrains qui sont impactés par le projet. D'accord. Nous avons fait aussi tout récemment les études, les mêmes études foncières et de délimitation des emprises de l'autoroute Thiès-Touba, Ila-Touba. Maintenant, ça c'est dans le domaine des grands projets. Et il y a aussi que nous intervenons dans le domaine de l'énergie au niveau des projets initiés par l'Agence d'électrification rurale, ASER, et la Sénélec sur les projets des lignes haute tension et moyenne tension. C'est en général les projets, effectivement, il y a les projets d'aménagement sur lesquels on intervient. Naturellement, il s'agit du projet, un projet d'actualité, c'est le pôle de Diamniadio. Là, on est intervenu sur les enquêtes foncières, la délimitation de l'emprise et les problèmes de délimitation, en tout cas des assiettes affectées aux promoteurs immobiliers. D'accord. Ça, c'est pour ce qui concerne le Sénégal. Je sais que vous êtes dans les autres pays, oui, notamment au Gabon, absolument, en Mauritanie. Oui. Qu'est-ce que vous y faites exactement? Ben, c'est la même activité que nous menons, que ce soit au Gabon, que ce soit en Mauritanie, que ce soit en tout cas dans la sous-région. Nous intervenons dans plusieurs pays. Et c'est dans le domaine des infrastructures surtout qu'on intervient.
tout récemment, on est intervenu en Mauritanie, d'ailleurs on est en fin de mission, sur le projet de construction, la construction de l'aéroport international de Nouakchott, dont nous avons assuré entièrement le contrôle topographique. D'accord. Et au Gabon, qu'est-ce que vous... Au Gabon aussi, c'est dans le domaine des infrastructures, c'est la même chose. Dans le domaine des infrastructures et dans le domaine de l'aménagement. On sait que l'investissement dans la logistique est un facteur clé de succès donc, dans votre secteur. Vous avez beaucoup investi dans ce domaine. Dites-nous à ce jour combien vous avez investi. On a consenti des investissements qui parfois sont lourds. À titre d'exemple, je dirais que le volume des investissements que nous avons consentis tourne autour de milliards, ce qui est quand même extrêmement important pour une PME comme BET+. Nous allons à présent visiter ce laboratoire et puis voir ce qui a été investi par BET+ en termes de logistique. Ce qu'on appelle une étude pour déterminer les teneurs en eau d'un échantillon. Voilà. L'échantillon nous vient du chantier avec une certaine humidité. Maintenant, pour calculer ce taux d'humidité-là, on prend une certaine quantité qu'on pèse d'abord avec des balances de précision. On prend la quantité humide, ensuite on met à l'étuve. 12 heures de temps après, on pèse à nouveau, ensuite on fait la différence pour calculer le pourcentage d'humidité. C'est pour les compositions de béton. C'est-à-dire en fait, avant la construction, il y a le client qui nous amène les différents matériaux qu'il utilise pour le bâtiment, par exemple. C'est-à-dire qu'il va dans une certaine carrière, il amène des échantillons. Nous, on fait d'abord ce qu'on appelle une identification. Ensuite, on propose une formulation. La formulation, c'est-à-dire pour chaque matériau, une certaine quantité. On le teste d'abord au laboratoire. Si c'est concluant, on lui transmet pour l'utiliser dans son chantier. Voilà, ça c'est une presse béton. C'est là où on teste la résistance des bétons, simplement. Faire que les Sénégalais s'approprient leurs terres, certains disent que c'est le plus grand défi de la Commission nationale de réforme du foncier. Vous êtes membre de cette commission. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec vos travaux? Au passage, je dirais que cette commission a été créée par un décret, le décret 2012-1419, du 6 décembre 2012. Cette commission a pour mission de régler les problèmes du foncier. Vous savez, au Sénégal, les 95% des terres appartiennent au régime qu'on appelle le domaine national, qui a été institué par loi 6446 de 1964, la loi portant régime, en tout cas, du domaine national. Cette loi, aujourd'hui, est obsolète. Et on est en train de réfléchir. Cette commission, d'ailleurs, justement, a cela comme mission de réformer les textes législatifs et réglementaires qui étaient en cours pour un bon usage du foncier. Parce que vous savez, la terre est un facteur de richesse. Et ce facteur de richesse, il faut l'utiliser à bon escient.
en tout cas, ce qui guide le président de la République, c'est d'éviter les injustices. Dans d'autres pays, c'est arrivé. On a connu des phénomènes d'accaparement des terres. Et c'est ça, justement, le but de cette commission, faire de telle sorte qu'on mette en place un système qui favorise, en fait, les Sénégalais, comme je l'ai dit, les plus démunis pour leur accès à la terre, mais qui favorise aussi les investisseurs, pour que les investisseurs aussi puissent accéder à la terre pour réaliser les projets de développement foncier. À quel rythme évoluent vos travaux? Les travaux sont en train d'avancer. Vous savez, c'est des problèmes il s'agit de la concertation des différents acteurs. Et ensuite, pour mettre en place des textes législatifs et réglementaires pour la gestion du foncier. Ce qui n'est pas facile. Parce que d'abord, on commence par les concertations des différents acteurs. Trouver maintenant, ensuite, après c'est plus facile. C'est-à-dire d'écrire les textes législatifs et réglementaires qui vont gérer le foncier, qui vont permettre en tout cas une bonne gestion du foncier. D'accord. On va parler du Forum foncier mondial qui se tiendra au Sénégal, précisément à Dakar, du 11 au 17 mai 2015. Oui. Quelques 400 participants sont attendus à Dakar. Le thème, la gouvernance foncière inclusive et juste pour un développement durable. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de ces réflexions? C'est une occasion qui est très importante, à mon avis, pour nous permettre de guider, en tout cas, nos pas sur la bonne gouvernance du foncier. Ça nous donnera l'occasion d'échanger avec les expériences des pays du Nord, certainement, et certains pays même du Sud. D'accord. Au sortir des 3e universités de perfectionnement de la Fédération des géomètres francophones, vous aviez émis le souhait de voir créer une école, donc pour combler le gap, le manque de géomètres au Sénégal. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Au niveau de l'Université de Thiès, nous avons tout fait pour la mise en place de la filière géomètre. Et je pense qu'on y est parvenu. Et aujourd'hui même, on a un cycle d'ingénieurs qui a été créé et qui fonctionne bien. Et nous, ordre professionnel, on participe, si vous voulez, à l'élaboration des programmes et on participe à la tenue des stages des jeunes étudiants. Et nous sommes, en tout cas, avec l'Université de Thiès pour former des universitaires compétents. D'accord. Aujourd'hui, c'est ça, mais n'empêche, on avait, si vous voulez, comme projet de créer une école d'ingénieurs. C'est une école inter-État d'ingénieurs géomètres qui va former en même temps des géomètres experts. Et c'est ça, en tout cas, notre vœu, et on est en train d'y travailler. On avait rencontré à l'occasion de ces universités le ministre chargé des infrastructures qui a partagé avec nous, en tout cas, ce projet et qui promet, en tout cas, de nous aider à le mettre en place, à le mûrir d'abord et à le mettre en place. Donc, dans l'octroi des permis de construction, j'ai rencontré récemment un architecte qui déplorait le fait que l'on ne passe pas par les architectes pour octroyer les permis de construction. Vous, comment vous analysez cela? C'est normal. D'ailleurs, quand on construit dans d'autres pays, c'est inimaginable qu'on construise sans passer par un architecte. Dans beaucoup de pays, en tout cas du Nord, c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut passer parce qu'il assure la garantie. Comme le notaire, de reste, assure la garantie de la propriété. La garantie donc, de la construction doit être assurée par un architecte qui doit constituer les dossiers d'autorisation de construire. C'est comme du reste le géomètre expert qui doit participer, si vous voulez, qui doit
élaborer des dossiers d'autorisation de lotir. Vous savez, avant de construire, il faut s'assurer de la propriété. Et le géomètre expert est là pour conseiller vraiment les populations afin qu'ils ne commettent pas certaines erreurs. Voilà, de construire sur un terrain qui ne vous appartient pas, etc. Ou alors de construire dans des zones non édificantes. Au Sénégal, est-ce qu'on prête serment pour exercer la fonction de géomètre expert? Absolument. Il faut prêter serment après avoir fait le parcours du combattant pour que son dossier soit accepté en tant que futur postulant géomètre expert. Après, une fois que le dossier est accepté, le géomètre expert doit aller au tribunal pour prêter serment devant le juge. Parce que, au passage, je ferai remarquer que le géomètre expert, il est expert aussi auprès de nos tribunaux. Après avoir prêté serment, le géomètre expert doit souscrire une police d'assurance. Parce que notre métier est un métier qui a de multiples risques. Parce que si on se trompe dans l'implantation d'un terrain et tout ça, ça peut causer de gros ennuis. C'est pourquoi nos membres sont tenus, après avoir prêté serment, de souscrire une police d'assurance. D'accord. Oui. Monsieur Ndir, Africa Fair Magazine vous remercie d'avoir accepté son invitation. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Africa Fair Magazine est à présent terminé, mais nous allons boucler avec cet ouvrage que nous allons offrir à Ibrahim Bey. Il est étudiant à l'IPG Sacré-Cœur, filière management des entreprises. Téléphone 77 729 18 54. Son adresse mail limbey@gmail.com. Il peut nous contacter au 70 613 34 33 pour prendre son livre. Pour les autres qui voudraient avoir des ouvrages ou suivre nos émissions, ils peuvent se rendre dans le blog de l'émission africafair.wordpress.com. À très bientôt pour un nouveau numéro.